N'hésitez pas à vous abonner pour plus de faits divers et liker d'avance, c'est Halloween, soyons fous. Ça fait un moment qu'on veut sortir le sujet, on a patiemment attendu Halloween et vous allez vite comprendre pourquoi. Barbara est une riche mondaine à la beauté époustouflante, mais les problèmes psychologiques rongent sa famille et elle passera de mannequin star à mère incestueuse dans le but de soigner son fils. On parlera donc de la vengeance d'un fils qui, lassé d'être abusé, va tuer sa mère. Barbara est née à Cambridge, en Angleterre, en 1921, et alors qu'elle a tout juste 11 ans, un drame frappe sa famille. Son père, Frank, se suicide. Il s'est rendu dans son garage et s'est empoisonné par le biais du pot d'échappement de sa voiture. C'est ce que l'on appelle un empoisonnement au monoxyde de carbone. Mais voilà, comme en cas de suicide, l'assurance vie n'est pas versée, la famille de Frank a décidé de faire passer ce suicide pour un accident. Et ça a marché. Alors une fois l'assurance vie empochée, mère et fille sont parties habiter à New York, aux États-Unis, et elles se sont installées à l'hôtel Delmonico. Une vie mondaine s'ouvre alors à Barbara et sa grande beauté lui ouvre les portes des soirées mondaines les plus prestigieuses. Elle est considérée comme l'une des 10 plus belles femmes de New York et elle est traitée comme une star dont la célébrité n'est plus à faire. Elle devient un mannequin très prisé et est engagée par les plus grands magazines comme Vogue ou Harper's Bazaar. Elle est même approchée pour faire du cinéma et si c'est un échec de ce côté-là, il n'empêche qu'elle fera la connaissance d'une actrice en herbe, Cornelia Dickie Baekeland, qui changera sa vie. Cornelia est la riche héritière d'une famille puissante et son père n'est autre que l'inventeur du plastique Bakelite, qui est le premier plastique fabriqué à partir de composants synthétiques, venant ainsi révolutionner le marché, permettant la fabrication de boîtiers radio, téléphoniques et de produits divers tels que des ustensiles de cuisine, des bijoux, des jouets pour enfants, des armes à feu et j'en passe. Avant, il existait un plastique mais il était fait à partir de composants naturels issus de la nature. Il était donc impossible d'en fabriquer en masse et à moindre coût. C'est une découverte fantastique au tout début du XXe siècle qui va rendre la famille richissime. Née alors la dynastie Baekeland et Cornelia va présenter son frère, Brooks, à Barbara. Il est alors pilote stagiaire à l'Aviation Royale du Canada. C'est un bon parti, très courtisé par la gente féminine et également considéré comme un très bel homme charismatique. Et Barbara va lui mettre le grappin dessus. Barbara tombe rapidement enceinte, alors un mariage est organisé en 4e vitesse en Californie, et oui, il ne fait pas bon de copuler hors mariage à cette époque. Or, Brooks dira plus tard qu'en fait Barbara n'était pas enceinte. Elle le lui a fait croire pour qu'il l'épouse, la dynastie Bakelite étant l'une des familles les plus puissantes des États-Unis. Le couple emménage alors dans le quartier très prisé de l'Upper East Side à New York, dans un appartement des plus luxueux. Et le couple mène alors une vie d'hédoniste. Ils organisent de folles soirées, l'alcool coule à flot, ils voyagent à travers le monde et leurs amis ne sont autres que des Greta Garbo, Tennessee Williams, William Styron et j'en passe. Le petit Anthony Baekeland naît en août 1946 et si tout semble aller pour le mieux en apparence, en effet le petit Anthony ne manque de rien matériellement, eh bien en réalité il est ignoré par ses parents trop égocentriques pour s'intéresser réellement à lui. Au fil des ans, Barbara commence à manifester des troubles du comportement, elle commençait à manifester les mêmes symptômes que sa mère avant elle a des accès de colère en public, traverse de sévères dépressions et pour soulager son chagrin, elle se réfugie dans l'alcool et les excès. Elle est volage, monsieur aussi, comme on dit, l'argent n'achète pas le bonheur. La petite famille achète des appartements un peu partout, à Londres, en Italie, à Paris, en Espagne, au Cap d'Antibes, et elle mène une existence nomade, organisant ça et là toujours plus de fêtes où tout le gratin se précipite, et c'est au cours de l'une d'elles que le père de famille, Brooks, fait la rencontre d'une belle et jeune fille de diplomate. Elle est 15 ans plus jeune que lui et il tombe éperdument amoureux. Il décide alors de demander le divorce pour aller convoler avec elle et la réaction de Barbara ne se fait pas attendre. Sous le choc, elle tente de se suicider, alors pris de remords, Brooks fait machine arrière et met fin à cette relation extra-conjugale. Voilà dans quel environnement vit Anthony et à l'âge de 14 ans, il commence à s'intéresser aux garçons. Et à 20 ans,
alors en voyage au Maroc, il rencontre un certain Jake Cooper, un Australien bisexuel qui l'initie à diverses drogues. Les deux hommes sont attirés l'un par l'autre et entament une relation, voyageant dans différents pays. Nous sommes alors à la fin des années 60 et les relations homosexuelles sont encore très mal vues. Et quand Barbara l'apprend, elle est furieuse. Elle semble tout à coup s'intéresser à ce fils dont elle ne s'est jamais vraiment occupée. Barbara considère que son fils est malade. Elle prend sans attendre sa voiture et décide de conduire jusqu'où séjourne son fils afin de le ramener en Suisse. Mais comme Anthony n'avait pas de passeport, il a été arrêté à la frontière et comme sa mère n'a rien trouvé de mieux que de taper un scandale, eh bien, ils se sont fait arrêter. Mais ça, c'est un détail, puisqu'en tout état de cause, Barbara a fini par tolérer, alors tolérer avec de grands guillemets, la relation d'Anthony avec ce Cooper, sans désespérer de le soigner de ce qu'elle considère être une maladie. Mais il s'avère qu'une camarade de classe du nom de Sylvie est entrée dans la vie d'Anthony entre-temps. En tant qu'ami, il semblerait, d'ailleurs on ne sait pas si le jeune homme était bisexuel ou homosexuel, quoi qu'il en soit, Barbara était ravie qu'Anthony se rapproche d'une femme de son âge, mais voilà, c'est finalement du père, Brooks, que Sylvie s'est rapprochée. Ils ont commencé à se fréquenter en cachette, c'était l'amour fou. Et lorsqu'en février 1968, Barbara a découvert que son mari l'a trompée, elle a de nouveau tenté de se suicider. Mais cette fois, c'en était trop pour Brooks, qui a alors décidé de divorcer, et cette fois il est allé jusqu'au bout, sans compter qu'il a ensuite épousé Sylvie, d'avec qui il aura plus tard un enfant. Et ça plonge Barbara dans une dépression plus sévère encore, sans compter qu'à partir de là, Brooks n'accordera plus aucun intérêt ni à son fils, ni à son ex-femme. Il va les exclure de sa vie sans une once de culpabilité. Barbara déménage alors à Majorque avec son fils et n'abandonne pas l'idée de le soigner de ses penchants homosexuels. Et pour ce faire, cette mère intrusive décide de payer des prostituées afin qu'elles aient des rapports sexuels avec Anthony. Mais à son grand désarroi, ça ne marche pas. Alors, elle a pris la décision radicale de s'occuper elle-même du problème. Elle a dit à sa belle-sœur « Vous savez, je pourrais l'aider à surmonter son homosexualité si je l'emmenais au lit. » Et c'est ainsi qu'elle a décidé de violer son fils pour, je cite, « le réparer ». Et la relation mère-fils va devenir complexe, un mélange de codépendance et de rejet, sans compter que Barbara était toujours plus obsédée par la sexualité de son fils. Alors, peu après, lors de vacances à Majorque, elle séduit son fils alors qu'il est ivre et couche avec lui. Elle s'en vantera même plus tard auprès de ses amis. Bien évidemment, la thérapie plus que douteuse de Barbara ne fonctionnera pas. Elle invitera également certains de ses amis, certaines mondaines, à coucher avec Anthony. Quiconque peut l'aider est la bienvenue dans le lit du jeune homme, et la santé mentale déjà précaire d'Anthony déclinera davantage à partir de là. Et toujours en 1969, Barbara fait la rencontre d'un homme dont elle tombe folle amoureuse, un certain Samuel Adams Green, qui est un célèbre conservateur de musées. Barbara lui a alors montré ses œuvres, elle qui peignait. Samuel a trouvé son travail ordinaire et 6 semaines plus tard, il l'a même quitté, las de cette nouvelle relation. Or, Barbara était littéralement obsédée par cet homme, le suivant partout où il allait. Et sa santé mentale semblait se détériorer de plus en plus. Un jour par exemple, elle s'est promenée pieds nus dans la neige à Central Park, simplement vêtue d'un manteau en fourrure. Elle s'est présentée à l'accueil de la résidence de Samuel et a exigé qu'on la fasse entrer, en vain. Pendant ce temps, le comportement d'Anthony change de plus en plus. Le jeune homme devient instable et incohérent. Il semble profondément troublé et en colère, et peu de temps après, on lui diagnostique une schizophrénie avec des tendances paranoïaques. Et à un ami, il dira « Je baise ma mère, je ne sais pas quoi faire, je me sens désespéré ». Anthony a alors besoin de soins adaptés, mais voilà, Brooks refuse que son fils soit suivi par un psychiatre ou un psychologue. Il ne croit pas en tout ça, et pire encore, il s'en méfie. Il trouve ces métiers amoraux. Hors de question alors que son fils soit pris en charge, il se débrouillera mieux seul. Anthony, alors privé de soins, sombre de plus en plus.
et les disputes avec sa mère s'enchaînent. Anthony commence même à brandir des couteaux et à la menacer pendant leurs altercations. Cette relation est toxique et ronge de plus en plus le jeune homme. Et moins de 3 ans plus tard, le 8 juillet 1972, sans qu'on ne sache réellement pourquoi, Anthony a essayé de jeter sa mère sous les roues d'une voiture devant son penthouse de Cadogan Square à Londres. Fort heureusement pour Barbara, son fils est de constitution fragile, alors grâce à son amie Suzanne Guinness, qui était là ce jour-là, elle a échappé de peu au pire. Les policiers ont été dépêchés sur les lieux et Anthony fut arrêté pour tentative de meurtre. Mais Barbara a refusé de porter plainte contre son fils, alors le jeune homme a été conduit dans un hôpital psychiatrique et a été libéré peu de temps après y avoir été admis. Et l'état mental d'Anthony se dégradant toujours plus, décision a été prise d'enfin le faire suivre par un psychiatre. Et le psychiatre a été clair avec Barbara. Son fils, qui a alors 25 ans, doit être interné d'urgence. Il est dangereux et pourrait à nouveau tenter de nuire à ses jours. Mais Barbara ne l'a pas cru. Et bien malheureusement, car à peine 2 semaines plus tard, le 17 novembre 1972, alors que mère et fils se disputaient au sujet d'un ami qu'Anthony avait invité ce soir-là et que sa mère ne voulait pas voir, la dispute s'est envenimée. Anthony a alors frappé sa mère qui s'est réfugiée dans la cuisine. Anthony l'a suivie, a attrapé un couteau et l'a plongé dans le cœur de sa mère. Elle meurt presque instantanément à l'âge de 51 ans. Anthony dira « Mon esprit était un peu loufoque et j'étais sous l'influence de ma mère. J'ai senti qu'elle contrôlait mon esprit. » Alors, on ne sait pas si c'était le fruit de son imagination, donc dû à sa pathologie, ou si c'était factuel. En tout état de cause, Anthony est arrêté et écroué et il avouera le crime. Mais il semblait ne pas avoir complètement saisi ce qui s'était passé puisqu'il demandait à ses proches qui le visitaient comment allait sa mère et si elle se portait bien. Il sera défendu par un ténor du barreau, un certain John Mortimer. Ce dernier a tenté de faire extrader son client vers les États-Unis afin qu'il soit soigné là-bas, mais à l'issue du procès, Anthony sera reconnu coupable d'homicide involontaire et envoyé vers un hôpital de sécurité, l'un des meilleurs de Grande-Bretagne, l'hôpital Broadmoor. Il y reçoit un traitement psychologique intensif et il sera, avec l'aide de sa grand-mère qui a obtenu le soutien d'amis riches et puissants, avec l'aide également du lien qu'il a avec la dynastie Bakeland, eh bien il sera libéré 8 ans après le meurtre, le 21 juillet 1980, il a alors 33 ans. Et on pourrait penser que les choses se sont arrêtées là, mais non. Anthony va tenter de tuer un autre membre de sa famille, en l'occurrence sa grand-mère. En effet, après avoir quitté l'hôpital, il a rejoint sa grand-mère maternelle de 87 ans à New York, une certaine Nini Daly. Nini, qui aimait sincèrement son petit-fils, pensait qu'il vivrait heureux s'il était sous sa garde. Elle ne se préoccupait guère de l'orientation sexuelle de son petit-fils et privilégiait un entourage chaleureux pour la reconstruction mentale d'Anthony. Brooks, son père, pensait tout le contraire. Pour lui, son fils est quelqu'un de dangereux et aurait à ce titre dû être condamné pour meurtre au 1er degré. Il pense qu'il n'a aucune chance de se réinsérer dans la société et qu'il reste un danger pour autrui. Et qu'est-ce qui le fait dire ça? C'est alors que le jeune homme était à l'hôpital de sécurité Broadmoor, il avait envoyé à son jeune demi-frère, ainsi qu'à son père, des cadeaux macabres qu'il avait lui-même confectionnés. Je ne connais pas la nature de ces cadeaux, mais ils étaient glauques. Et le père semblait avoir raison puisque seulement 8 jours après sa libération, il a attaqué sa grand-mère maternelle et l'a poignardée à 8 reprises, lui fracturant au passage plusieurs membres. Mais par miracle, la vieille dame a survécu. Rebelote, il est arrêté par la police et envoyé en prison à Rikers Island. Une équipe de psychiatres a été mandatée afin d'établir un diagnostic précis sur sa santé mentale, afin de déterminer encore une fois s'il était responsable de ses actes. En d'autres termes, doit-il être incarcéré ou doit-il être soigné dans une structure adaptée? Après 8 mois d'évaluation le 20 mars 1981, une audience devait statuer sur son sort.
Anthony pensait obtenir une liberté sous caution, mais comme son dossier médical de Londres n'avait toujours pas été reçu à New York, l'audience a été ajournée. Il a donc été raccompagné à sa cellule et il sera retrouvé mort, étouffé par un sac plastique, moins de 30 minutes plus tard, à 16 heures. Il s'est suicidé par suffocation. Précisons tout de même que certaines sources affirment qu'on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances s'est déroulée sa mort. Ce peut être, après tout, un homicide comme un suicide. Brooks dira de son fils qu'il est un énorme échec de l'intelligence. La folle histoire de la famille Bakeland a été reprise dans diverses œuvres, notamment dans un livre intitulé Savage Grace. Un film adapté du livre sortira en 2007 avec l'excellente Julianne Moore. Le film d'ailleurs commence avec une scène d'amour entre Barbara, son fils, et Samuel Adams Green. Souvenez-vous, c'est le conservateur d'art. On peut y voir les trois personnages faire l'amour ensemble, et cette scène va profondément choquer Samuel, qui déclarera, je cite, « Il est vrai qu'il y a près de 40 ans, j'ai eu une relation avec Barbara, mais je n'ai certainement jamais couché avec son fils. Je ne suis pas non plus bisexuelle. Elle a commencé à dire aux gens qu'elle avait une relation incestueuse avec son fils, comme moyen de le guérir de l'homosexualité, mais je ne crois pas qu'elle ait vraiment couché avec Anthony. Je pense qu'elle aimait simplement choquer les gens pour attirer leur attention. » Samuel Adams a porté plainte contre la production, mais il est mort en pleine procédure le 4 mars 2011. Et d'ailleurs, d'autres amis de Barbara ont émis des doutes à propos de cette relation incestueuse. Pour certains, Barbara était constamment en recherche d'attention, elle aimait être le centre du monde et aurait tout à fait été capable d'inventer ce genre d'histoire pour cette raison. C'était pathologique chez elle. Voilà, c'est la fin de cette histoire incroyable et macabre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous êtes friand de faits divers, à nous suivre sur notre Instagram LilaXLilia, à soutenir la chaîne sur notre Tipeee. Merci de nous avoir suivis, merci de nous donner de la force. C'est parti pour les opinions des uns et des autres en commentaire, et à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.